Bonjour à tous, bienvenue à l'inauguration du BRIC, bâtiment didactique et modulaire. Merci beaucoup d'être présents. Aujourd'hui, cet atelier a pour thématique la sécurité incendie sur les bâtiments en bois et l'atelier est présenté par l'ICEP et c'est monsieur Hervé Brelet qui va nous présenter l'atelier. Alors, nous allons passer sa petite interaction. Une clap, voilà. Vous êtes à la direction des risques accidentels et l'ICEP, c'est l'Institut scientifique wallon de surveillance, de sûreté et de recherche et développement en environnement. Et alors, je vous en prie, c'est à vous, vous pouvez partager votre écran. Voilà, merci pour l'introduction. Donc peut-être fixer rapidement les objectifs tels que je vous les propose pour cet atelier. Je vais vous parler un petit peu du bois qui est, c'est évidemment un matériau de construction, mais c'est aussi un combustible comme pas mal d'autres matériaux qu'on va rencontrer dans les bâtiments. Et donc, je vais essayer peut-être de déconstruire certains mythes en relation avec le bois et la problématique incendie. Je pense qu'il est important de faire un tour rapide des règlements incendie pour la construction, pour les bâtiments ou pour certains types de bâtiments en Belgique. Évidemment, également pour la construction en bois. Vous verrez qu'en fait, il n'y a pas nécessairement de spécificité matériaux, il y a simplement des exigences prescriptives pour la sécurité incendie, que ce soit du bois ou un autre type de construction. Et enfin, nous verrons un petit peu quelles sont les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui et qui sont, un certain nombre d'entre elles en tout cas, liées à cette réglementation. Donc, au niveau des différents chapitres, quelques mots sur le bois, mais principalement sur les aspects feu, combustion, inflammation. Je survolerai la réglementation incendie. En Belgique, c'est assez simple parce que nous avons une réglementation principale. Je ne parlerai que de celle-là aujourd'hui, compte tenu du temps qui est imparti. Et peut-être quelques mots sur les façades, puisqu'il y a une tendance assez importante à proposer des façades bardage bois et que ça peut poser certaines difficultés, notamment par rapport à l'application de la réglementation et que par ailleurs, il y a une tendance un peu à un durcissement des exigences pour les façades suite à l'une ou l'autre catastrophe, pas chez nous, Dieu merci, mais notamment en Angleterre. Donc, peut-être pour vous donner un ordre de grandeur, les bâtiments, les incendies de bâtiments en Belgique, c'est quoi? C'est environ 12 000 incendies par an. Bien sûr, tout bâtiment confondu, résidentiel et autres. On n'a pas de distinction, on n'a pas de statistiques qui nous donnent une image par rapport au type de construction. La seule chose qu'on peut peut-être mentionner, c'est qu'il semble y avoir une tendance à l'augmentation en termes statistiques de ces incendies, mais on n'a pas à ce jour réellement d'explication à cela. Si vous avez, retour des pompiers, je dirais un petit peu, va-t-on constater des différences sur les constructions traditionnelles, maçonnerie massive ou les constructions en bois lorsqu'on parle d'incendie? Je vous l'ai dit, on n'a pas donné de statistiques, donc en termes de risque, de probabilité, on ne peut rien dire au jour d'aujourd'hui. Retour des pompiers, c'est que, et ça se conçoit assez bien, c'est que plus régulièrement, quand c'est un incendie qui touche un immeuble en bois, on a un sinistre total. Donc, j'ai une petite bibliothèque de photos comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Ça peut paraître un peu effrayant, mais je vous rassure, ça reste évidemment exceptionnel. Lorsqu'on parle de sécurité incendie, il y a deux concepts qui sont vraiment importants et qui souvent sont confus dans l'esprit du citoyen lambda. C'est les notions de réaction et de résistance au feu. Donc, les deux aspects sont des piliers de la sécurité incendie. Ils sont complémentaires, mais ils sont bien différents. Donc, la réaction au feu, c'est toute la contribution qu'un matériau peut apporter au feu, à sa naissance, à son développement, à ses effets. Tandis que la résistance au feu, c'est l'aptitude plutôt d'un élément de construction
à continuer à assurer sa fonction dans une situation d'incendie, dans un scénario qui représente une situation d'incendie. Donc, ces deux notions sont importantes, contribuent à la sécurité incendie, et on verra que le bois se positionne de manière particulière par rapport à l'un et par rapport à l'autre. On a tendance à normaliser les choses, et donc je projette ici une courbe de développement typique d'un incendie, c'est la courbe en bleu, avec 4 phases. On a une phase qui est avant le démarrage proprement dit de l'inflammation et jusqu'à celle-ci. Donc, on peut avoir un feu couvant ou un processus d'échauffement qui est en train de se produire. Puis, au moment A, l'inflammation se produit, le feu se développe avec une croissance raisonnable, modérée. Et lorsqu'on arrive au point B, on est dans un phénomène de transition et le feu va évoluer vers un feu à développement rapide, voire très rapide, et ce qu'on appelle dans notre jargon le flashover, c'est l'embrasement généralisé. Donc, dans le compartiment, dans le volume concerné, tout va prendre feu, enfin tout ce qui est combustible va prendre feu à peu près simultanément, ou en tout cas sur un délai qui est assez court. Puis le flashover se produit, le feu se développe de manière quasi exponentielle et on a un feu pleinement développé. Et plus tard dans la séquence, on va avoir une décroissance qui peut s'expliquer faute de comburant, donc on n'a plus assez d'air, ou faute de combustible, ça dépend un petit peu des circonstances et de l'environnement. C'est une représentation type. Tous les incendies ne vont pas suivre strictement cette courbe, loin s'en faut. On peut avoir des phases plus ou moins longues, des phases, parfois on n'atteint pas le flashover et donc on s'arrête en B quelque part et puis on a une décroissance peut-être aussi parce qu'il y a intervention des pompiers. Par contre, un élément qui est intéressant à mentionner, c'est que l'évolution de l'habitat, notamment la tendance maison passive ou quasi passive, fait qu'on a évidemment des constructions beaucoup plus étanches, beaucoup moins ventilées, et ça va évidemment impacter fortement le développement de l'incendie, parfois avec aussi des cycles de montée et descente, donc une espèce d'oscillation comme ça dans le développement du feu, et qui est liée principalement à la limitation de l'accès à l'oxygène, à l'air, dû à l'étanchéité du bâtiment. Quand on parle d'Euroclasse, maintenant en Belgique, on est en principe sur un système unique en termes de classement des matériaux. C'est aussi lié au marquage CE de ceux-ci d'ailleurs. Et c'est ce qu'on appelle les Euroclasses, avec un système à 7 ou 8 niveaux. Donc, c'est une hiérarchie de performance. Les matériaux qui ont la performance la plus élevée, c'est ceux qui sont au sommet, donc au niveau classe A1 et A2, ce qu'on appelle les matériaux généralement non combustibles. Puis au fur et à mesure qu'on descend dans les classes B, C, D, E, F, le niveau de performance diminue. Ou si vous voulez, ces matériaux contribuent de manière plus importante à la naissance ou au développement d'un incendie s'ils sont dans une situation d'incendie. Quand on est dans la classe F, en fait, c'est déclassé, si vous voulez, ou non classé, il n'y a pas d'exigence du tout. L'idée derrière ces Euroclasses, c'est que les classes supérieures, les matériaux qui sont dans les classes supérieures sont capables de résister, entre guillemets, à des incendies relativement développés. Ceux qui sont dans les classes intermédiaires sont capables de bien se comporter dans des feux moyennement développés, et ceux des classes inférieures peuvent bien se comporter uniquement pour des très petites sources d'inflammation ou des très, très petits incendies. On a des classements additionnels associés à ces classements principaux pour des risques associés au niveau de la production des fumées, S1, S2, S3, et au niveau du risque de chute de gouttes enflammées, D0, D1, D2. En Belgique, il y a une décision il y a quelques années d'utiliser ces classements additionnels. Bon, ils sont additionnels, ça laisse la liberté à l'État membre de les utiliser ou pas dans sa réglementation. La Belgique les utilise quasi systématiquement. Donc, c'est des choses que vous avez certainement déjà dû voir si vous regardez sur des produits de construction, des matériaux que vous allez acheter, soit le matériau lui-même est marqué, soit selon le type de matériau, son emballage, et vous avez ce marquage CE, et associé à ce marquage CE, beaucoup d'informations, mais notamment le niveau d'Euroclasse, tel que dans l'exemple ici, un matériau qui serait Euroclasse principale A2
classement additionnel SA en fumée et classement additionnel en chute de gouttes enflammées D0. Dans les matériaux qu'on va rencontrer dans une construction classique, vous avez tous les niveaux de performance. Donc, depuis, si on part vers les meilleurs AA, toute la maçonnerie, le carrelage, des tuiles, ce sont des matériaux qui, par définition, sont non combustibles. Donc, on n'a même pas besoin de les tester, d'ailleurs, je vous rassure, et ils seront classés AA. Et puis, vous avez à l'autre extrême des matériaux qui sont E ou F, assez souvent des matériaux d'isolation type polystyrène extrudé, polystyrène expansé. Et puis, vous avez des matériaux sur toute la gamme de performance. Le bois, on aura l'occasion évidemment d'y revenir, se situe dans des classes intermédiaires, le plus souvent en Euroclasse D, certaines essences en Euroclasse C. Autre pilier de la sécurité incendie, c'est la résistance au feu, et donc celle-ci est caractérisée par 3 lettres, R, E et I. Bon, tous les éléments n'ont pas les 3 caractéristiques, ça dépend de leur fonction, je vais dire. R est associé à la capacité portante, donc pendant combien de temps un élément porteur peut-il assurer sa fonction portante dans une situation d'incendie. On va parler de R30, R60, R90, ces chiffres étant associés à la durée pendant laquelle il peut continuer à assurer sa fonction. E pour l'étanchéité et I pour l'isolation thermique. On a un 4e critère, W, mais qui n'est pas utilisé généralement chez nous. Et donc, vous pouvez avoir des éléments séparants. Une porte coupe-feu, par exemple, elle va être EI, puisqu'elle n'a pas de fonction portante. Une paroi, généralement, va être I, un plafond aussi. Par contre, une poutre, une colonne va être principalement R. Alors, il faut toujours bien distinguer ces deux notions, réaction au feu, résistance au feu. Je vous illustre ça un peu avec le bois versus l'acier. Ce sont deux matériaux classiques de la construction. Le bois, pour faire simple, on va considérer qu'il est plutôt médiocre en réaction au feu. C'est un matériau combustible, relativement facile à s'enflammer. Lorsqu'il brûle, il ne va pas s'auto-éteindre, il va dégager de l'énergie, il va dégager de la fumée, etc. Donc, on est sur un matériau moyen, voire pas très bon en réaction au feu. Par contre, en résistance au feu, un élément massif en bois, il a une bonne performance. Donc, si vous avez une section suffisante, il va pouvoir être classé R60, R90, voire R120, parce qu'effectivement, par des mécanismes qu'on verra rapidement, on a un phénomène presque d'autoprotection, je dirais, dans une situation d'incendie. Donc, la couche extérieure brûle, vous avez une couche carbonisée qui va en quelque sorte jouer un rôle d'écran et qui va protéger le bois vierge au cœur de l'élément. L'acier, c'est juste l'inverse. On va considérer que c'est un matériau non combustible. Vous voyez que je vous donne quand même une température d'auto-inflammation, mais elle est un peu théorique. C'est des températures qu'on ne rencontre pas dans des situations d'incendie. Donc, on va considérer qu'il est totalement non combustible. Il a donc le classement Euroclass maximum, AA, dans le système européen. Par contre, en résistance au feu, un matériau en acier qui n'est pas protégé va pas très bien se comporter. Pourquoi? Parce qu'il est très conducteur et qu'il va rapidement absorber de la chaleur. Sa température va monter, s'élever rapidement et les propriétés mécaniques de l'acier vont chuter rapidement dès qu'on atteint des températures de 400-500 degrés. Et ce qui peut conduire, par exemple, à ce qu'une fonction portante, par exemple, ne puisse plus être assurée par la dégradation des propriétés mécaniques de l'acier avec la température. Donc, le bois, pour faire simple, on va considérer la macrostructure principalement 3 zones. Si on prend un tronc d'arbre, par exemple, c'est l'écorce, l'aubier et le duramen. Dans la construction, ce qui nous intéresse, c'est évidemment surtout le duramen, puisque c'est la zone ou la partie du bois qui est de meilleure qualité, qui a la plus forte densité, qui a les meilleures propriétés mécaniques, etc. Donc, on est majoritairement, en général, sur cette fraction-là du bois. Le bois, dès qu'il va être porté à une certaine température,
va se dégrader. Il y a toute une série de phénomènes qui vont se passer. Il va d'abord perdre son eau, hein, en fait, par séchage, par déshydratation. Et puis, progressivement, au-delà de 100 degrés, donc vous voyez les courbes, c'est différentes essences, et c'est l'évolution de la masse, je dirais, en fonction de la température. Mais la masse va diminuer progressivement, un peu par palier. D'abord parce que sur la première tranche, 100 degrés, on perd de l'eau. Et puis après, on va avoir des phénomènes de dégradation et de pyrolyse. Et donc, on va avoir une dégradation du bois, une décomposition partielle et perte de matière sous forme principalement d'effluents gazeux. Il y a des gaz de décomposition qui vont être libérés. Alors, quels sont ces gaz? Ça dépend un petit peu des niveaux de température auxquels on se trouve et aussi du taux d'oxygénation dans lequel le processus se passe. Principalement au départ du CO2, de la vapeur d'eau d'abord, puis du CO2 et du CO, et puis une part non négligeable de gaz inflammables, hein, malheureusement, qui sont de l'hydrogène, des hydrocarbones, de différents poids et qui sont bien sûr combustibles. C'est aussi ça qui fait que le bois brûle avec flamme, donc c'est ces gaz en fait qui s'enflamment. Au fur et à mesure que la température augmente, vous allez avoir d'autres chaînes moléculaires qui vont se dégager, mais le processus reste le même. Gardez à l'esprit que ce n'est pas parce que c'est un matériau naturel que ces fumées de combustion sont non toxiques. Hein. Donc, le bois, la combustion du bois va malheureusement libérer aussi des espèces toxiques comme la plupart des combustibles. L'intérêt du bois, mais c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a formation d'une espèce de charbon de bois en surface. Donc, dès qu'il, c'est bien sûr, il est exposé généralement par la surface externe, hein, ou celle qui fait face au feu, je dirais. Et donc, vous allez avoir rapidement une carbonisation en surface du bois. Et cette couche de carbonisation, dès qu'elle a quelques millimètres d'épaisseur, elle est relativement isolante et elle va ralentir fortement l'échauffement et la dégradation et la combustion des couches qui sont derrière, donc du bois vierge. Et donc ça, c'est évidemment un avantage et c'est ce qui explique aussi qu'on peut avoir des bonnes propriétés de résistance au feu sur des éléments massifs en bois. On a des valeurs typiques. Hein. On va souvent considérer, vous verrez que c'est aussi utilisé en calcul pour dimensionner des éléments. Un taux de combustion du bois, si vous voulez, c'est traduit ici en cinétique de carbonisation. Autrement dit, combien de millimètres de bois par minute ou par heure, par unité de temps. Et donc, dans un feu moyennement développé, on va considérer généralement que le taux auquel cette couche carbonisée se forme est d'environ 0,7 mm par minute. Évidemment, ça va dépendre d'une série de facteurs, de l'intensité du feu, évidemment, du type de bois, de son taux d'humidité, etc. Mais c'est une valeur typique qu'on va retrouver dans les formules simplifiées de calcul pour dimensionner un élément de construction pour l'incendie, par exemple. Oui, ici, ce sont des valeurs qui sont données en température et en rayonnement. On est souvent questionné, on dit, oui, mais du bois, à quelle température est-ce que ça s'enflamme? La valeur que vous allez retrouver typiquement dans la littérature, c'est environ 250 degrés. J'attire quand même votre attention que le retour d'expérience montre que c'est vrai pour ce que moi j'appelle une exposition courte. Exposition courte, c'est ce que vous rencontrez typiquement dans un incendie. L'incendie se développe, il est détecté, on parle d'incendie de quelques minutes à une demi-heure, une heure. Donc, ce sont des expositions courtes, hein, puisque c'est jusqu'à la durée d'inflammation du bois, si c'est le bois qui nous intéresse. Et là, vous êtes effectivement sur des températures d'inflammation de l'ordre de 250 degrés. Par contre, sur des expositions très longue durée, quand on parle de longue durée, c'est plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, on a des situations comme ça, ou des expositions répétées. L'expérience et le retour d'expérience montrent que
la température d'inflammation diminue. Et quand je dis qu'elle diminue de manière très significative. Le chiffre que nous considérons, mais d'autres experts prendront des valeurs un peu différentes, on considère généralement une centaine de degrés. Donc, on sait qu'on a eu des cas où, sur des expositions particulières de très longue durée, le bois s'est enflammé vers 100 degrés, ce qui est évidemment beaucoup plus bas. Alors, pourquoi j'attire votre attention là-dessus? Le scénario le plus typique, vous pouvez l'imaginer probablement, c'est des éléments en bois qui sont mis sans distance suffisante par rapport à un conduit de cheminée. Ça, c'est la situation la plus courante. Et parfois, après des années, parfois après des siècles, on a eu le cas dans des bâtiments historiques. Après des siècles, vous avez un élément en poutre en bois qui passait pas très loin de la cheminée, ça n'a jamais posé de problème, et puis tout d'un coup, on attelle, on rassemble l'ensemble des conditions critiques et ça s'enflamme. C'est un peu mystérieux, le mécanisme n'est pas encore totalement bien compris, mais il faut savoir que ça existe et idéalement en tenir compte. Au niveau classement, réaction feu, je vous l'ai dit, c'est plutôt médiocre. Typiquement, on Euroclass DS2, D0. Le mélèze a tendance à gagner une classe, mais souvent en classe C, mais c'est un des rares bois, des rares essences courantes qui est classé en C. Pouvoir calorifique, c'est pour vous donner un ordre de grandeur, 17 mégajoules par kilo, donc c'est une valeur moyenne. Si vous voulez un ordre de grandeur, il y a le polystyrène, on est plutôt vers 40, beaucoup d'un polyester, c'est dans cet ordre de grandeur-là. Donc, on est sur des valeurs assez classiques par rapport à d'autres matériaux. Un PVC, on est environ vers 20-25, donc on n'est pas très éloigné de beaucoup de matériaux synthétiques, sauf peut-être les polystyrènes qui sont plus élevés. Un des outils qui est facile à utiliser, il y a eu beaucoup d'essais qui ont été faits. Tous les panneaux de particules classiques, OSB, MDF, panneaux de particules agglomérés, etc., on connaît leur classement. Ils sont classés parce qu'ils ont été testés suffisamment. Et donc, ces classements sont, entre guillemets, officiels. C'est une décision européenne. Donc, on n'a pas besoin de les retester, on connaît leur classe et donc on sait où ils peuvent utiliser, où ils ne peuvent pas utiliser selon les exigences réglementaires. Et donc, vous retrouvez un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, on retrouve les mêmes classements que pour le bois massif, c'est quand même en gros les mêmes composants, il y a un peu de résine en plus, mais elle est minoritaire et on va se retrouver classiquement en Euroclass D. Parfois en E si la proportion de résine est un peu plus élevée. Puis on a le cas particulier des panneaux dans lesquels on incorpore du ciment, on va gagner évidemment en réaction au feu puisqu'on rajoute un élément fondamentalement non combustible. Pardon, Monsieur Brelet, excusez-moi, il va nous rester 2 minutes pour la présentation. Ah oui, ça devient vraiment court. Alors, je vais passer en 2 mots la réglementation. Ce que vous devez retenir déjà, et c'est un gros avantage, c'est que tout ce qui est maison unifamiliale est dispensé. Donc, pour faire simple, il n'y a pas de réglementation ou quasi pas d'exigence incendie pour les maisons unifamiliales. C'est, à mon avis, bien sûr, le gros du marché pour la construction en bois et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour tous les autres bâtiments, il y a plusieurs réglementations, mais il y en a une qui est essentielle et qui couvre 95% de ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle les normes de base sécurité incendie. C'est un arrêté royal et lui va définir des exigences notamment de réaction au feu, de résistance au feu, en fonction du type de bâtiment, en fonction du type de local, en fonction d'utilisation et en fonction du type de public. Donc, c'est relativement compliqué, mais toutes ces données sont accessibles. C'est publié au niveau du moniteur. Donc, il faut un petit peu piocher dedans pour comprendre comment ça fonctionne. Mais ces données sont accessibles. Pour les maisons individuelles, pas d'exigence, sauf qu'on va considérer, mais c'est plutôt des recommandations qu'il faut au moins être REI ou EI 15, mais on l'est assez facilement, c'est 15 minutes, donc ça ne pose pas de gros problèmes. Et il y a une exigence sur le mitoyen, si vous assurez une distance suffisante entre les deux
Maison unifamiliale, là de 6 mètres, il n'y a pas d'exigence particulière. Si c'est mitoyen, ben, il faut que la séparation entre les deux immeubles soit au moins REI 60. Alors, on peut faire le REI par combinaison des deux parois, sur une seule paroi, peu importe, mais sur l'ensemble des deux immeubles, on doit atteindre au moins un REI 60. Simplement pour éviter, lorsqu'on a un sinistre, un feu majeur qui se développe dans un des bâtiments, ben que son effondrement vienne impacter trop facilement ou trop rapidement le bâtiment mitoyen. Classement des bâtiments selon leur hauteur, ça c'est pour les normes de base, donc tous les autres bâtiments qui ne sont pas en maison unifamiliale, 10 mètres, 25 de 10 à 25 et supérieur à 25. Bien sûr, le niveau d'exigence va avoir tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on va vers les bâtiments élevés. Exigences sont reprises dans la réglementation, donc le plus souvent de niveau 60, donc R60 ou EI60 dans la plupart des cas. On n'a pas beaucoup de bâtiments élevés en construction au bois jusqu'à présent, donc les exigences supplémentaires type 100 jusqu'à 120 minutes sont assez rares pour le bois. On va utiliser un outil très simple pour déterminer la résistance au feu, la durée de résistance au feu d'un élément en bois. C'est décrit dans l'Eurocode, c'est un mode de calcul harmonisé européen. Il est basé sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir principalement le taux de carbonisation du bois. Donc, vous voyez, c'est la courbe en pointillé, c'est linéaire. Pourquoi? Parce on est conservateur, on considère qu'il n'y a pas cette protection par la couche carbonisée, bien qu'elle va exister, hein, mais on se met du côté de la sécurité et donc on peut dimensionner la section qu'il faut pour avoir, par exemple, un degré de résistance au feu de 60 minutes. C'est un calcul assez simple. Si on le protège par des éléments en plâtre ou autre, alors le calcul devient un peu plus compliqué. Il va falloir tenir compte de la protection assurée par cet élément et qui va bien sûr augmenter la durée ou bien permettre d'augmenter la durée de résistance au feu, ou permettre de diminuer la section de bois nécessaire. Je passe, ça ce sont des informations sur les modes de propagation de l'incendie du feu dans les assemblages. Attention, évidemment, il faut regarder la performance du bois lui-même, mais de tous les éléments d'assemblage. N'oubliez pas qu'il y a des risques de pont thermique par exemple par le boulonnage et ce genre de choses, et que ça peut fondamentalement ou significativement diminuer la résistance au feu. Donc, on est souvent amené à devoir protéger en surface par des bouchons, par des plaques isolantes ou autres, les têtes de boulons, par exemple. Il y a toute une série de techniques qui existent pour cela. Pour la réaction feu, les exigences sont articulées en fonction des occupants, donc autonomes, ou non autonome, vigilant, pas vigilant. Et donc, l'idée derrière ça, c'est un temps d'évacuation qui est nécessaire. Et puis, en fonction du type de local, de la hauteur du bâtiment, donc bâtiment élevé, bâtiment moyen, bâtiment bas, et de la position dans le local, paroi, plafond ou sol. Donc, vous pouvez retrouver ces exigences facilement. Vous verrez en parcourant les tableaux que assez souvent, on est sur du niveau D, et donc, pas de problème pour le bois. Il y a des cas où on est en exigence C, voire B. Là, le bois risque ou d'être exclu ou de nécessiter un traitement ignifugeant. On a, Dieu merci, une dérogation pour les éléments portants parce qu'ils représentent qu'une petite surface. Donc, on est exonéré en quelque sorte des exigences de réaction au feu. Donc, vous pouvez mettre une poutre en bois massif, même si c'est une exigence pour le local d'Euroclasse C ou D, puisque pour l'élément porteur, l'exigence ne s'applique pas puisque sa surface est suffisamment faible. Il y a des recommandations pour les terrasses en bois, parce qu'on va considérer les terrasses sur les toitures qui sont en bois, puisqu'on va considérer que ça fait partie de la toiture, donc ça devrait répondre à l'exigence de toiture, mais on a des configurations qui ont été testées, et si cette configuration est respectée, le test n'est pas nécessaire parce qu'on sait que ça satisfait à l'exigence réglementaire. Si vous vous écartez de cette configuration, vous devez faire la démonstration alors que les exigences sont respectées, et c'est
démonstration se fait par la réalisation d'un essai. Monsieur Brelet, je suis Oui. désolée, je vais devoir vous interrompre. OK. Il va falloir qu'on conclue. Est-ce que vous voulez passer à la conclusion et je vous pose une petite question? Oui, d'accord. Donc, rapidement, la conclusion. Donc, la réglementation incendie en Belgique n'interdit certainement pas d'utiliser du bois. Il n'y a jamais, d'ailleurs, ni un autre matériau, il n'y a jamais dans nos réglementations, ce serait d'ailleurs à mon avis légal, d'interdiction d'utiliser un matériau, sauf peut-être pour des aspects substances dangereuses, mais ça c'est autre chose, mais pas pour des raisons de sécurité incendie. Il va simplement avoir des exigences qui sont prescriptives, qui font faire que pour certaines applications, c'est plus ou moins difficile d'utiliser un matériau donné. C'est le cas aussi pour le bois. Gardez à l'esprit que les maisons unifamiliales, il n'y a pas d'exigence, donc il n'y a pas de frais, en tout cas pas de frais réglementaires à l'utilisation du bois. Attention, lorsqu'on choisit de la construction en structure bois à toute la problématique de développement de la propagation du feu par les cavités. C'est évidemment un élément essentiel, mais il existe aussi des solutions par rapport à cela. Parfait. Je vous remercie infiniment pour cette présentation. J'ai une question absolument spontanée qui vous demande quelle durabilité peut-on escompter pour un traitement ignifugeant appliqué au bois? Alors, effectivement, assez souvent, on va être amené, c'est vrai pour les façades, surtout dont je n'ai pas parlé, mais qui peuvent être en façade bardage bois, parce tel quel le bois ne répond pas à l'exigence, on va être obligé d'appliquer un traitement ignifugeant qui est appliqué, il y a différentes manières, ou in situ, ou de manière préférable par imprégnation avant de l'installation. Mais évidemment, surtout si c'est des façades, il importe de tenir compte de la durabilité. Et donc là, c'est également normalisé. Donc il y a une norme qui prévoit que on va tester l'élément, par exemple la façade telle qu'elle, avec le bois non traité. On va tester avec l'élément traité, mais tel quel, et puis on va le retester après vieillissement accéléré. Donc, pour vérifier que effectivement l'effet du vieillissement n'est pas trop significatif sur le traitement ignifugeant. Et donc, le classement qui sera considéré sera celui qui sera obtenu sur le complexe après vieillissement accéléré. Et ça peut signifier aussi ou impliquer que le traitement doit être réappliqué avec une fréquence qui va être déterminée, soit parce que l'essai de durabilité représente une exposition, par exemple, de 5 ans, soit parce que le fabricant lui-même, le fabricant du produit de traitement, a fait suffisamment d'études pour démontrer que sa durabilité, par exemple, lorsque le produit est exposé aux intempéries sur tel type de support, est d'au moins 3 ans et d'au moins 10 ans. Merci beaucoup, Monsieur Brelet. Merci d'avoir bravé les embouteillages bruxellois pour nous rejoindre et partager votre expertise. Si vous voulez en savoir plus sur l'ICEP, vous pouvez les contacter par mail ou par téléphone. Vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez visiter le BRIC, notre bâtiment didactique qui est à l'entrée de l'EFP, eh bien, vous pouvez remplir un formulaire ou nous contacter par mail ou par téléphone. Vous pouvez aussi suivre l'EFP sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Je vous remercie à tous. Merci encore, Monsieur Brelet. Et puis, à très bientôt. Au revoir, monsieur. Merci. Bon après-midi à toutes et tous. Au revoir.